Tim Cook à Vivatech, 24 heures avant Mark Zuckerberg, et sur Brut, le CEO d'Apple choisit la France pour continuer à faire passer ses messages, une semaine à peine après la keynote de la WWDC. i5 est devenu mardi le tout premier podcast quotidien avec abonnement sur Apple Podcast, un lancement synchronisé avec le déploiement par Apple et dans le monde entier des offres payantes sur sa plateforme de podcast. On va vous raconter les coulisses des premiers épisodes. L'iMac M1 24 pouces, première prise en main avec Vincent Malac, notre grand témoin de la semaine. Ce n'était plus arrivé depuis le 4 janvier 2020. Depuis mardi, les 511 Apple Store à travers le monde sont tous ouverts, certes à des degrés différents, mais quand même, c'est sans doute la fin d'une période de 17 mois très particulière pour les 54 APR en France. Alors quel bilan pour eux ? Un indice révélé mercredi dans i5, la fréquentation a fortement augmenté. iPad mini 6 et un dernier Mac Pro Intel dans les tuyaux, ce sont deux des rumeurs de la semaine. Et puis le tuto audio, comment transformer vos live photos en vidéo, je vais vous guider pas à pas. Jeudi 17 juin 2021, bonjour à toutes et à tous, au son des climatiseurs, brumisateurs et autres ventilateurs. Il a fait jusqu'à 34 degrés à Paris ces dernières heures. Bonjour Ellie, quelle température chez toi à Nice pour rêver ? Bah écoute, 28 degrés à l'ombre, mais avec une très très forte humidité, donc c'est un peu l'enfer. Bon, j'espère que vous êtes toutes et tous au frais pour ce 43e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Soyez les bienvenus, chacune et chacun d'entre vous. On va passer un peu plus d'une heure ensemble et j'en suis très heureux. Ellie, tu m'aides à tenir la boutique cette semaine. Comment est-ce que tu vas d'abord ? Écoute, je vais bien. Je récupère de quelques jours un peu agités mais passionnants. Et donc j'avais hâte de revenir un peu à la tech. J'étais dans le low-tech vraiment. Mais très sympa. Donc je faisais du Papi Sitting, qui est un nouveau concept. Très bien Papy. Alors tu n'es pas seul avec moi, pour autant, puisque nous sommes 3 aujourd'hui, et je suis très heureux d'accueillir ce dessinateur génial dont vous avez aperçu le talent. Si vous avez regardé la keynote de la WWDC 2021 avec nous, il est le dessinateur des 2 illustrations que j'ai reçues par colis. Salut Vincent Malac. Bonjour Benjamin, bonjour Ellie. Bonjour à tout le monde. Hello. Ah, ça fait hyper plaisir. Bienvenue Vincent. C'est top que tu sois là. Merci beaucoup. Tu vas être notre grand témoin cette semaine. On va essayer. Tu vas nous raconter l'iMac M1 24 pouces que tu as acheté et que tu utilises et que tu testes depuis un peu plus de 15 jours. Comme ça, première impression juste en apéritif, en un mot ? C'est beau. Dans tous les sens du terme, c'est beau. Bon, génial. Et tu en connais un rayon en termes de beauté. Alors du Mac cette semaine, on va en parler avec 2 rumeurs insistantes, Ellie, autour du Mac Pro et de l'iPad mini. Et oui, et je suis désolé que François ne soit pas là avec nous, car c'est son produit préféré, un peu comme moi. Donc du coup, je vais le remplacer au pied de lever pour dire tout le bien que j'en pense. Alors malgré l'absence de François, tu l'as dit, c'est une grosse semaine pour nous. Avec d'abord, Ellie, Tim Cook, omniprésent en ce mercredi en France. En France, mais pour parler au monde entier. Et oui, exactement. Il a profité de Vivatech, qui est un salon qui a pris une importance incroyable, pour répondre d'abord à Maurice Lévy, qu'il connaît bien, et ensuite au patron de Brut, qu'il interviewait. Et on a appris quelques petites choses, alors pas de scoop, mais quand même des petits indices sur le travail dans les labos d'Apple, on peut dire. Oui, 30 minutes d'interview, mais vraiment passionnante. J'ai pris des notes au pied levé et j'en ai rempli quand même 4 pages. Donc, rien qu'en notant les points. Donc, bon, on va vous raconter ce qu'a dit Tim Cook et vous l'entendrez dans quelques instants. Ellie, on va aussi te retrouver évidemment comme chaque semaine pour ton dîner hebdomadaire. Alors, quel est le menu aujourd'hui ? Alors, un dîner rafraîchissant, parce que les dernières fois, je vous ai servi des plats un peu lourds, vous vous en souvenez, et donc profitant de la chaleur ambiante, je me suis dit que j'allais vous faire un petit truc léger.
tant mieux. C'est cette saison et avec la température qu'on subit tous, je préfère les salades au bœuf bourguignon en ce moment, c'est évident. Bon, de mon côté, je vous apprendrai comment transformer vos live photos, vous savez, celles qui bougent pendant 1 à 2 secondes, en vidéo, ça peut être pratique. Patreon.com/iWeek, c'est l'adresse pour nous soutenir financièrement. Si vous aimez iWeek, si vous voulez contribuer aux frais et nous aider à développer le podcast, puisqu'iWeek restera gratuit, merci d'avance et un merci renouvelé à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent déjà sur Patreon. Je vous rappelle que c'est à partir d'1,50€ par épisode. Abonnez-vous, suivez iWeek la semaine Apple sur Apple Podcast et sur les 12 autres plateformes de podcast. Idem sur YouTube, la chaîne iWeek où vous retrouvez la version vidéo de ce podcast à partir du vendredi. Et puis, suivez-nous sur Twitter, @iWeekNews, Instagram, @iWeek.news et sur Facebook. Dans un instant, Tim Cook à Vivatech. Tim Cook à Vivatech et sur Brut. Ce mercredi, une semaine à peine après la keynote de la WWDC, c'était l'événement pour le premier jour du Salon français de l'innovation à portée internationale à Paris, de retour après une année 2020 en pause à cause du Covid. Ce jeudi, la star, c'est Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, mais hier, il était donc 17h30 lorsque Tim Cook, introduit par Maurice Lévy, le président historique de Publicis Group, est apparu en visio sur la scène principale de Vivatech. Dans la forme, Ellie, c'est quand même assez nouveau pour Tim Cook d'accepter ce genre d'invitation. Oui, c'est rarissime. Je pense que c'est même une des premières fois. Il a fait déjà des émissions avec des grands journalistes américains très connus, mais n'a jamais participé à un salon autre que les keynotes qu'organise Apple, en tout cas dans un passé récent. Et juste pour le petit détail, pour ceux qui ont vu la vidéo, est-ce que vous savez où était Tim Cook pour cette interview? Car moi, je le sais. Ouais, j'ai l'impression que je sais. J'ai vu beaucoup de logos Apple Park derrière lui. Oui, et est-ce que vous savez pourquoi? En fait, il était dans le Visitor Center, il n'était ni à son bureau, ni dans un des couloirs circulaires de l'Apple Park, comme il fait habituellement, mais il était au Visitor Center et il était exactement à l'endroit, donc dans un des comptoirs, où ils vendent les t-shirts dont nous avons parlé. Et ce que vous voyez dans la vidéo, ce sont ces t-shirts à $50 avec Apple Park rond en blanc et en noir, plus 4 ou 5 autres qui sont sortis depuis. Mais voilà, le décor, ce sont les t-shirts Apple. C'est ça. Bon, vous allez les voir sur l'extrait qu'on va vous passer dans quelques instants. Bon, Ellie, on n'attendait pas de scoop massif. Hein. C'est pas le genre de Tim Cook de cramer les secrets d'Apple. Maurice Lévy, pourtant, avait bien essayé en introduction d'encourager Guillaume Lacroix, le CEO de Brut, à obtenir des infos sur l'Apple Car. Il l'a dit devant Tim Cook d'ailleurs, hein, et sur les autres projets secrets. Et d'ailleurs, à la fin de l'interview, Tim Cook avait déjà disparu, il avait raccroché. Il a repris et il a dit tu as raté ta mission, tu n'as pas réussi à lui sortir un scoop sur l'Apple Car. C'est ça. Bon, il y a quand même une question. Alors, c'était vers la fin de l'interview. J'ai cru qu'on allait s'arrêter sur une note relativement décevante. Je n'avais pas appris grand-chose, parce qu'on a surtout parlé Covid, respect de la vie privée, environnement jusque-là. Mais une question, effectivement, a quand même permis d'en apprendre un peu plus sur le développement des produits Apple sur le long terme. Souviens-toi, Ellie, c'est au moment où Guillaume Lacroix, de Brut, a demandé à Tim Cook à quoi ressemblerait, non pas l'iPhone 13, mais l'iPhone 30. On écoute Tim Cook. We approach the future with great humility. Nous abordons l'avenir avec énormément d'humilité, car nous savons que nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Je ne suis pas une personne qui va avoir tendance à dire « Oh, je peux voir ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, je sais exactement ce qui va se passer. » Non, je ne peux pas. Je ne pense pas que quiconque puisse le faire. Alors, nous avançons avec énormément d'humilité. Prenons quelques exemples dans le passé d'Apple. Lorsque nous travaillions sur la puce pour l'iPhone, nous ne savions pas que cette puce allait devenir le cœur même de l'iPad, et nous ne savions pas non plus que cette puce deviendrait le cœur même du Mac, comme cela s'est produit l'année dernière. Nous ne le savions pas. Toutefois, nous avons continué à découvrir et nous avons continué à tirer un petit peu ce fil, et nous avons gardé un esprit ouvert pour savoir
vers où nous mènerait cette aventure. Et ce parcours nous a menés à un endroit tout simplement formidable. Et je suis très optimiste quant au carrefour entre la santé et la technologie. L'alliance de ces deux concepts. Lorsque nous avons commencé à envoyer les montres, nous avons pensé au côté bien-être. Mais nous avons ajouté un capteur cardiaque et je recevais énormément d'emails de personnes qui se sont rendues compte qu'elles avaient des problèmes cardiaques qu'elles ignoraient. Et donc nous avons commencé à ajouter plus de fonctions à la montre, par exemple un ECG, un ECG, un électrocardiogramme. Nous avons également ajouté la capacité de voir si vous aviez des problèmes de santé divers et variés. J'ai continué à recevoir de plus en plus de messages de personnes qui m'ont dit qu'elles s'étaient rendues compte qu'elles avaient un problème de santé grâce à ces capteurs qui suivent leur santé en permanence. Et donc je pense que continuer à suivre le corps grâce à des capteurs est une bonne chose. Comme on a un tableau de bord dans la voiture qui nous dit lorsqu'il y a un problème. Et je pense que c'est réellement une idée qui a un bel avenir devant elle. Ellie, elle est intéressante cette explication de Tim Cook qui explique à la fois qu'on apprend en faisant et aussi qu'on ne peut pas tout anticiper. Oui, et surtout, il a donné une définition de l'iPhone qui est vraiment étonnante, puisqu'on lui a posé la question, donc vous avez vu, que sera l'iPhone en 2000, enfin l'iPhone 30, hein, et il a dit, il sera mieux que l'iPhone 12, donc ça, ok, vous l'avez compris, mais surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est que il servira à résoudre plus de problèmes. En fait, la définition de l'iPhone, la roadmap, il a été très clair, c'est qu'à chaque génération, il doit servir à résoudre plus de problèmes des utilisateurs. Et tant qu'ils y arriveront, et la route peut être longue, en fait, ça deviendra un outil de plus en plus irremplaçable. Voilà, sans rentrer dans des détails technologiques que lui-même avoue qu'il ne connaît pas du tout à ce jour, il dit, moi je vois ça en 2030 comme un outil qui vous sera encore plus indispensable car il résoudra encore plus de problèmes que vous avez ou que vous vous posez, ou de questions, ou des choses comme ça. C'est l'assistant ultime, l'iPhone. Vincent, c'est quoi ton regard sur cette intervention de Tim Cook à Paris dans un salon? C'est vrai que de mémoire d'Ellie et de moi-même, c'était jamais arrivé. C'est la nouvelle phase d'Apple en fait finalement. Les nouvelles évolutions qu'on vit dernièrement, la communication qui est peut-être un peu plus, je vais pas dire transparente, mais il y a du renouveau quoi pour moi chez eux. On sent dans leurs produits un retour à l'origine quelque part et aussi dans la communication. Je saurais pas trouver de mots assez clairs pour définir, mais on sent qu'on quitte peut-être l'ère trop confidentielle qu'on a vécu pendant un moment, l'ère Steve Jobs, c'est entre guillemets. Et là, il y a un renouveau. Enfin, je perçois moi avec la nouvelle gamme de produits, le nouveau processeur. On sent qu'on rentre dans une nouvelle phase Apple en fait. Et puis on va en parler tout à l'heure, mais après la keynote de la WWDC, les vice-présidents d'Apple, donc Craig Federighi et les autres, ont donné une série d'interviews de 5 minutes à des youtubeurs en profitant de cette magnifique webcam de l'iMac que tu as. Et d'ailleurs, on voit clairement la différence entre ton image et la nôtre. On en reparlera tout à l'heure lors du test et de la prise en main de l'iMac. Pareil, c'est un exercice qui... Je crois qu'Apple avait jamais réalisé comme ça, puisque Federighi a fait un certain nombre d'interviews, 5 minutes, chrono, avec des youtubeurs, dont notre ami Jean-Baptiste de High Collection en France. Ah oui, d'accord. C'est nouveau, ouais. Et ça fait peut-être partie du même mouvement. Je pense, oui. Alors Ellie, on a eu quelques chiffres pas inintéressants, dont la part de marché de l'iPhone en France. Je ne sais pas si c'est une info qu'on avait jusque-là. Non, je ne crois pas. Il a dit 23% du marché, ce qui est énorme. Après, ça doit être 90% des profits, mais bon, 23%, c'est pas mal. Après, il a dit aussi qu'il viendrait nous voir. Donc, enfin, peut-être pas nous. On l'invite, s'il veut venir. Nous, c'est avec plaisir. Bien sûr, il a promis qu'il serait de retour en France cette année. Cette année, oui. Voilà pour cette apparition de Tim Cook à Vivatech. Dans un instant, l'événement i5. Ça y est, le podcast, il est là.
C'est notre événement de la semaine, on vous l'avait promis, Apple a joué avec nos nerfs, mais depuis mardi, c'est fait. À la seconde où Apple a déployé les podcasts avec abonnement sur Apple Podcast et dans le monde entier, i5, la dose Apple, est arrivé comme promis. Déjà 4 épisodes cette semaine en comptant celui de lundi auquel vous avez accès même si vous n'êtes pas abonné. Et puis rappelons que vous avez 3 jours d'essai gratuit pour découvrir ce nouveau podcast. C'est le tout premier podcast quotidien avec abonnement sur Apple Podcast. On est déjà très fiers de ça. Et puis c'est aussi le premier podcast quotidien sur l'actu de l'écosystème Apple, un vrai complément à iWeek. Ellie, on peut dire que si vous aimez iWeek, vous aimerez forcément i5. Ah ben oui, parce que c'est un peu le même esprit, mais en condensé. Donc on essaye de vous donner des petites nouvelles pointues qui vous prennent pas de temps quand vous avez juste quelques minutes pour écouter l'info. Et puis en même temps, certaines de ces infos, on les complète dans iWeek, on prend notre temps. Là, on sait que vous êtes installé et que vous avez le temps d'aller à fond. Mais a priori, ça se complète assez bien, je trouve. Vincent, puisque tu fais partie des tout premiers abonnés à i5, j'ai vu, merci, c'est super sympa. Bon, je peux me permettre de te demander ton avis d'auditeur sur ces premiers épisodes et sur l'idée même d'i5. Tu as été au courant parmi les tout premiers, parce que tu en as fait le logo. J'étais dans les coulisses. J'étais dans les coulisses. Alors, en toute honnêteté, j'étais content d'avoir un rendez-vous quotidien pour attendre jusqu'au jeudi, vendredi. Et puis tout à l'heure, en écoutant cet après-midi, j'ai écouté celui d'aujourd'hui et je me suis dit flûte déjà, c'est déjà terminé. En fait, on a vite le réflexe de dire on a une petite heure, 1h30, 2 heures devant nous. Et là, ça va vite en fait, même si on voit 6-7 minutes. Et en fait, je pense que j'ai une sensation d'un goût de trop peu. Bien que... Est-ce qu'il faut faire un podcast par heure? Je ne pense pas, mais non, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Ça permet d'avoir un lien toute la semaine avant de retrouver l'hebdo, comme je disais, pour déjà poursuivre l'actu en direct finalement, et après les plus gros dossiers toutes les semaines sur l'hebdo, quoi. Donc, je trouve que les deux se complètent très bien. Ah écoute, c'est sympa. Est-ce que tu retrouves l'esprit d'iWeek? Oui, mais plus rangé. Comment je peux expliquer ça? On sent que c'est plus rythmé, donc on est moins dans la détente en fait de l'hebdo. Et finalement, c'est normal, parce que là il y a 5. Je sais pas si vous fixez vraiment 5 minutes ou c'est une fourchette, 5-10 minutes maxi. Alors, ça pas l'air évident. Ellie. On essaye, on se promet à chaque fois qu'on va faire 5, mais là on est entre 5 et 7. Quand on a vu 7 pour celui de mercredi, donc celui d'hier, moi je me suis dit il faut vraiment que je fasse des efforts, mais je ne sais pas si on peut arriver à coller 5, on va voir. Hein. Mais tu as raison dans ce que tu as dit, dans le sens où iWeek est... un peu un espace de liberté où chacun s'étend sur des sujets, souvent trop, mais on a une chronique et donc on a le micro et on en profite et des fois on ne se rend pas compte. Là, dans i5, c'est Benjamin qui dirige et donc qui relance sur les sujets, mais c'est lui qui a la main. Donc là, on a intérêt à être concis, précis, etc. Donc, et je trouve que c'est bien. Sur la durée, alors je peux dire un mot. 5 minutes, c'est l'esprit. C'est-à-dire, il faut que ça fasse autour de 5 minutes. Maintenant, si ça fait 7, je pense que personne va nous en vouloir. L'idée, c'est pas de faire un quart d'heure quand on dit 5 minutes. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que l'important, c'est que vous puissiez caser l'écoute d'i5 quand vous avez 5 minutes, justement, et pas quand vous avez un quart d'heure. C'est ça. Donc, on reste entre 5 et 7 minutes. Voilà, je me dis que si on est dans cette fourchette-là... il y aura pas de drame, quoi. Et puis d'ailleurs, on fait pas forcément 5 sujets. L'idéal serait de faire 5 sujets. Mais on fait 5 sujets aujourd'hui. Oui. Mais des fois, on peut en faire 6 s'il y a vraiment un truc très important, ou on peut en faire moins si on a un très grand événement. Mais ça doit tenir dans un format court. Oui, absolument. C'est ça la promesse. Bon, Vincent, je disais que tu nous as énormément aidé parce que tu es le créateur du logo d'i5, dont je suis très fier, je te le redis.
Il est exactement comme je le rêvais. Et j'adore parce que la filiation avec le logo d'iWeek, quand on regarde les deux côte à côte, elle est évidente. On a bien bossé quand même tous les deux. Ben, je pense. Je sais pas si on a. Raconte-nous de ton côté. Raconte-nous de ton côté cette phase de création. Eh ben, quand on s'est contacté un soir là par rapport à ça, au début je me suis dit c'est simple, c'est facile, c'est coloré, c'est des aplats, c'est assez simple. 5 minutes, j'ai tout de suite eu l'idée de l'horloge finalement, des segments comme on a travaillé, et finalement dans la simplicité j'ai trouvé la complexité comme je t'expliquais, parce que faire simple justement c'est pas forcément simple. On voit un logo, comment dire, c'est une forme ronde, donc un œil, comment dire, je vais pas dire pas éduqué parce que c'est négatif, mais qui va pas rentrer dans les artères d'Illustrator, qui va pas regarder les constructions, etc. Il va se dire c'est assez simple, j'aurais pu le faire. C'est la phrase c'est une phrase qu'on a souvent, hein, nous, des créatifs, etc. J'aurais pu le faire, mais des moments, justement. Tu aurais pu le faire, mais fallait le faire, quoi. Et du coup, on a articulé ça, et grâce à toi, tu m'as amené un petit peu sur l'affinage, en fait, ce logo. On avait une petite base au début, puis tu m'as amené où tu voulais, donc c'est très bien. Ouais, je t'ai embêté, hein. Non. Un bon travail d'équipe, on va dire. C'est ça. Et tout ça sous pression, parce qu'à l'époque, on pression, disait oui. qu'il y avait que quelques jours, parce qu'on pensait que ça y est, que ça sortait, qu'il nous fallait un logo, parce qu'on démarrait en tremble. Et après, on a eu du retard. Donc Benjamin m'a dit 72 heures. 72 heures. C'est Apple. Apple nous avait dit début mai. Mais oui. C'est vrai. Nous, on a cru Apple, et Apple a eu un mois et presque un mois et demi de retard. Donc on a bossé comme des tarés avec Vincent pendant une semaine, 10 jours, hein, ouais. C'est le temps qu'il a fallu pour faire sortir ce logo. Hein, ouais. Et il y a surtout à côté du logo ce qu'on a fait sur les templates qu'on voit pas forcément sur Apple Podcast. Mais Apple sont très gentils parce que, comme tu le sais, ils fournissent des consignes, des formats, des calques, voilà. Mais on sait pas du tout où ça va être placé, ou à quoi ça va ressembler, etc. Donc ça, c'était rigolo aussi à faire. Ouais, parce qu'en fait, ils nous ont demandé un certain nombre de visuels pour accompagner la présence et le lancement d'i5 sur Apple Podcast. Mais on n'avait aucune idée du contexte dans lequel ces visuels vont être utilisés. Donc on a travaillé complètement en aveugle avec Vincent. Donc on a fait ce qu'on a pu. On verra. on verra le jour où alors je suis en train de regarder sur les quelques podcasts qui sont selon moi mis en avant. Je suis en train d'essayer d'analyser et de dire tiens, qu'est-ce que c'est comme format celui-là, est-ce que ça correspond à... Et même en voyant le résultat, je pense il y a un podcast d'Ondlat en page d'accueil. Ouais. Je perçois un peu les formes, je dis tiens, celui-là ça doit être celui-là, etc. Mais même en voyant le résultat, j'ai du mal à faire des fois la corrélation entre les fichiers qu'on a fournis et le résultat. Ouais, c'est vrai. C'est un peu c'est pas simple, c'est pas simple. Bon, et puis il y a le côté fabrication du podcast quotidien maintenant avec toi, Ellie. Comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Comment est-ce que tu vis ça, toi ? Pour l'instant, on a fait au moins un épisode avec chacun de vous trois, c'est-à-dire un avec toi, avec François et avec Jean-Christophe. Absolument. Écoute, c'est rigolo parce qu'on avait commencé par un numéro 0, on s'était un peu entraîné, on attendait, on était prêt à démarrer sur un rythme et puis ça démarrait pas et puis on s'est dit on a le temps, etc. Et puis ça y est, quand on a démarré, hein. Maintenant, il faut en sortir un par jour. Mais je trouve que ça se passe bien parce que le rythme d'enregistrement est quand même assez rapide. Et comme en plus c'est très bien écrit dès le départ et tout, en fait franchement c'est agréable, c'est une période qui est en même temps punchy, il faut traiter les sujets très vite, il faut pas partir dans des délires, donc c'est une nouvelle façon de communiquer avec vous et moi je trouve ça rigolo. Pour l'instant je m'amuse bien. Bon, pour simplifier le processus, en fait, moi je joue
pleinement le rôle du journaliste, c'est-à-dire que j'apporte l'info. Et puis vous intervenez et vous apportez la valeur ajoutée, l'expertise, le contexte sur chacune des infos qu'on va développer dans i5. C'est ça l'idée, hein, Ellie ? Exactement, oui. Après, on peut t'envoyer des infos qu'on trouve au fur et à mesure, et à toi de voir si on les incorpore et quand est-ce qu'on les incorpore. Mais pour l'instant, c'est vraiment toi qui a apporté le plus gros des infos, donc c'est parfait. Et puis l'idée, c'est aussi qu'on puisse se servir d'i5, qui est donc un rendez-vous quotidien, pour sortir des infos. Puisqu'avec iWeek, on est tenu sur un rythme hebdomadaire, donc vous vous doutez bien que si on a une info le lundi, avec iWeek, il faut attendre le jeudi pour vous en parler. Ça nous libère aussi, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs. Et c'est donc pour toutes ces raisons, et parce que ça nous prend quand même du temps, qu'on a décidé de se lancer sur ce format quotidien avec abonnement. Donc 3,99 € par mois. Sans engagement et avec 3 jours d'essai gratuit, ça vous permet d'essayer i5 et on est persuadé que vous l'adopterez et qu'il vous manquera comme il manque à Vincent, j'en suis sûr, si vous en ratez ne serait-ce qu'un seul. Bon, et puis vous êtes des milliers à écouter iWeek et on vous espère aussi nombreux à nous soutenir et à vous abonner à i5, la dose Apple, qui donc, je le rappelle, est uniquement sur Apple Podcast. Allez, on passe à Pommes, le JT de la semaine. Pommes, le JT de la semaine. On commence par la WDC qui s'est donc achevée à la fin de la semaine dernière. C'était vendredi. Premier bilan. Vincent, est-ce que tu l'as suivi cette WDC ? Toi qui n'es pas développeur, mais qui t'intéresse. Moi, même sans être développeur, on est curieux de savoir ce qui va arriver en septembre, bien sûr. Parce que moi, je dis tout le temps, mon épouse me taquine avec ça, elle me dit combien d'argent tu vas dépenser ? Et je me dis tout le temps, non, c'est la seule conférence où on sort de là, on dit tout est gratuit. Donc quasiment. Mais moi, je suis content. C'est des bonnes petites nouveautés par-ci par-là. Y a pas mal de choses. Je me sens pas concerné. Je pense au partage, par exemple. Ça a été un gros morceau au début. Le partage de séries, je pense que c'est plutôt pour les ados. Et du coup, ouais, voilà, SharePlay. Et après, la grosse partie santé à la fin où je pense que c'est pas exploitable, c'est pas parlant à tout le monde, donc j'ai moins été attentif, on va dire. Mais le gros morceau du milieu, bon, c'est toujours des petites améliorations appréciables qu'on aura sur les appareils à la rentrée, quoi. C'était pas la meilleure keynote, mais elle était correcte. Pourquoi ? Si tu la compares à une keynote produit, clairement. Non, même pas, non. Alors c'est peut-être c'est une réponse d'enfant gâté, je pense. Quand il n'y a pas d'amélioration esthétique, je pense que la majorité des gens disent il y a pas de changement. Alors qu'il y en a des changements, on les voit petit à petit, ils sont en train d'être annoncés. Il y a pas mal de choses qu'on verra avec les nouveaux appareils surtout. Mais on la regarde, on est content, mais sans plus en fait. C'est ça que je veux dire. Comparé à, je sais pas, de souvenir Big Sur, qui a été un gros changement, ou les iOS de l'époque 7, ou je crois que c'est iOS 7 qui a vraiment changé. Et là, tout de suite, on se dit, tiens, tout change, on a l'impression d'avoir un écran nouveau, en fait, finalement. Là, je pense pas qu'il y aura vraiment de changement esthétique, et notamment sur iPadOS qui change pas vraiment, qui récupère les choses d'iOS, donc bon. Sans plus, voilà. Ellie, ton bilan à toi de la WDC, pas seulement de la keynote, mais on va dire de toute cette semaine, sur une forme, voilà, qui est la même que 2020, mais quand même très différente de l'esprit habituel en présentiel. Écoute, moi j'ai bien aimé. J'ai regardé plusieurs des séances, pas toutes, parce que là, je pense que c'est les développeurs qui ont planifié toute leur semaine par rapport à la conf et qui sont rentrés à fond dans certaines technologies, mais j'ai regardé quelques séances parce que ça touchait à des sujets qui m'interpellent. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors évidemment, on n'a pas tout vu. Apple maintenant a un problème, c'est que ils lancent des bêtas qui sont réservés aux développeurs. Avant, c'était extrêmement limité. C'était sous NDA, donc personne ne pouvait montrer à personne, etc. Donc là, c'est relativement facile d'installer. Et puis, il y a une bêta publique qui suit dans le mois. Donc, ce qui veut dire que là, le commun des mortels qui est prêt à prendre quelques risques peut voir à quoi va ressembler le système de septembre. Donc, évidemment, il y a beaucoup moins de surprises. Avant, on découvrait les OS quasiment au moment où ils sortaient. Donc,
à peu de choses près. Donc, ils prennent un peu moins de risques, mais il y a eu un certain nombre de technologies de base qui ont été présentées. iOS 15 a beaucoup de choses nouvelles. On en découvre tous les jours. Je vais vous en parler d'ailleurs tout à l'heure d'une dont on n'avait pas parlé, mais que j'ai découvert comme ça. Et donc, c'était bien. Moi, je trouvais. Alors, on le disait tout à l'heure, la communication d'Apple évolue. Et après la keynote, les vice-présidents d'Apple se sont un petit peu répartis la tâche. Et parmi eux, Craig Federighi a donné une salve d'interviews à des youtubeurs uniquement. Alors ça questionne un petit peu on va dire la place qui reste aux journalistes, hein, mais en tout cas c'est le choix de communication que fait Apple et qui est très tourné vers les influenceurs. Ouais. Et donc 5 minutes par interview. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Ellie ? Non, mais c'est par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, quand un nouveau produit Apple sort, on a eu l'occasion d'en parler dans iWeek, les influenceurs YouTube reçoivent des produits en avance et nous font des déballages bien avant les distributeurs, que ce soit un APR ou que ce soit la Fnac ou qui avant pouvaient recevoir des produits en avance. Là, c'est les influenceurs YouTube et on s'est plaint collectivement Apple en disant « Mais attendez, on est votre canal de distribution, ça fait une semaine qu'ils ont le produit, on ne l'a toujours pas vu. » Et ils nous ont dit « Nous faisons la politique de communication que nous voulons et vous n'avez pas votre mot à dire. » Donc ça veut dire que clairement, ils nous ont répondu, mais vraiment par écrit, en disant « C'est comme ça, c'est décidé, vous n'avez rien à dire. » Donc ils donnent les infos en avance à qui ils veulent. Bon. C'est vrai que pour avoir les produits et les tester, il vaut mieux être youtubeur aujourd'hui que journaliste, hein. Enfin bon, c'est pas le sujet et c'est pas ce dont je voulais parler. En revanche, je voulais revenir sur ces interviews accordées à des youtubeurs. Craig Federighi, hyper actif auprès d'influenceurs et de youtubeurs américains, mais aussi en France, notamment de notre ami JB de The Eye Collection. Et Vincent, tu disais que tu avais vu cette interview ? Ouais, je suis retombé dessus grâce à la page d'accueil de YouTube, parce que je suis pas non plus tous les testeurs déballeurs du net. C'est un peu répétitif, mais bon, ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'être français, de quelqu'un assez proche de nous en fait au niveau géographique. C'est toujours intéressant plutôt que de voir les KBHD ou iJustine, etc. Enfin, les gens qu'on a l'habitude de voir, qu'on sent qu'ils sont proches d'Apple. Faut se souvenir que Jean-Baptiste, il avait eu l'iPhone 10 en priorité en test, et je crois que c'était le seul français à l'époque à déballer ça. Et même moi, je m'étais dit mince, ça change parce que d'habitude, c'est les youtubeurs américains qui ont ça bien en avance. On a vraiment l'impression qu'ils sont dans les petits papiers d'Apple tellement ça va vite. Ils peuvent faire une vidéo de déballage, de test, limite après une keynote, après un special event, etc. Et là, ça a le mérite d'exister. Après, si on parle vite fait du contenu, on n'apprend rien du tout. On n'apprend rien du tout parce qu'on sent que c'est quand même, je vais pas dire dicté, mais il avait, ça sent la question enregistrée à l'avance. Mais bon, ça c'est un petit peu, je pense qu'ils maîtrisent leur communication parfaitement. Donc, on s'attendait pas à avoir des scoops ou quoi que ce soit en regardant cette vidéo. C'est juste l'échange qui est intéressant. C'est nouveau. Encore une fois, c'est nouveau. C'est peut-être mon mot du soir, mais Apple se renouvelle. Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas comment ces interviews ont été réalisées et je ne veux pas m'engager, mais non. Je doute, notamment dans le cas de Jean-Baptiste, qu'il y a eu un accord sur les questions. Voilà. Je pense pas. On parle pas des cheveux, c'est ça, pour Craig Federighi. Mais non, pourquoi pas. Alors, une youtubeuse américaine justement lui demande si ses cheveux sont naturellement comme ça au réveil. C'est une des questions qu'elle lui pose. Non, dans le cas de Jean-Baptiste, je pense que voilà, c'est un choix qu'Apple a fait. Ils ont ciblé les youtubeurs à qui ils ont proposé ces interviews. Et d'ailleurs, elles ont toutes été faites avec des youtubeurs qui avaient reçu l'iMac M1 24 pouces. Exact, oui. Puisque c'est l'une des caractéristiques, un des points communs de toutes ces interviews, c'est que la qualité de l'image voilà, c'est la même image que toi. C'est-à-dire c'est le même piqué et on reconnaît tout de suite ceux qui font le FaceTime avec un iMac M1 24 pouces.
J'aurais pu interviewer Craig Federighi, c'est ça que tu dis? Exactement, exactement, mais on va proposer, suggérer à Apple de te contacter pour la prochaine fois. Bon alors la WDC redeviendra-t-elle, comme en 2019, cet événement pro-convivial où des milliers de développeurs convergeaient du monde entier vers la Silicon Valley pour 5 jours? C'est vrai qu'on s'est posé la question cette semaine, Ellie, parce que Apple a envoyé, comme chaque année, son sondage d'après-conférence pour mesurer le niveau de satisfaction des développeurs. Et parmi les questions, il y a une question quand même qui laisse planer un doute sur l'année prochaine, en tout cas sur la forme qu'elle prendra. Seriez-vous partant pour assister à une conférence des développeurs en présentiel après avoir fait l'expérience d'un événement 100% online? Moi, j'ai l'impression qu'Apple est plutôt parti pour rester sur du online. Ellie, quel est ton sentiment? Je le pense aussi, et s'il se fie aux réponses probables, qu'on ne connaît pas, mais des développeurs qui ont répondu à cette enquête, ça va les conforter, je pense, dans cette décision. Pour quelles raisons? D'abord parce qu'il y a un tirage au sort, et donc seuls quelques privilégiés ont le droit de payer très très cher pour être présents. En dehors, évidemment, des très grosses sociétés de développement qui, elles, sont évidemment invitées tout le temps et qui ont des accès privilégiés à tout. Donc, tous les petits développeurs qui rêvent d'aller à une WWDC, mais qui ne réussissent pas et qui se disent que de toute façon, vu leur taille, vu leur chiffre d'affaires ou vu leur logiciel, ils ont très peu de chances d'y assister. Ils se disent, avant, je ne voyais rien. Maintenant, avec ce nouveau système, je peux assister à tout ce qui se passe, à tout ce qui m'intéresse, et en plus, je ne paye pas, et vu leurs moyens, parce qu'une chose, c'est avoir le privilège de payer 1 500 $, mais il y a le billet d'avion, il y a l'hôtel, ça coûte quand même une blinde, il y a certains repas, même si Apple couvre la partie repas pour ceux qui veulent rester midi et soir, mais bon, c'est quand même un budget, donc sans compter qu'on ne sait pas si d'ici là, il n'y aura pas une 3e vague ou une 4e vague cet hiver, on va savoir. Pour l'instant, on est dans l'euphorie de confinement annoncé hier, mais puisque pour ceux qui étaient sur une autre planète, vous avez vu que le Premier ministre annonçait que ça y est, vous avez le droit de sortir tard. C'est bon. À partir de dimanche. Oui, c'est vrai. Donc, oui. je pense que ça peut rester sous cette forme-là qui est très léchée, très maîtrisée. Ils ont le temps de répéter leurs sessions parce que toutes ces sessions, j'en ai fait quelques-unes, je vous l'ai expliqué, ça se fait en live. Donc, il peut y avoir une bourde, il peut y avoir une démo qui ne marche pas, etc. Et les gens sont dans la salle. Donc, quand il y a un truc que vous lancez et qui se plante parce que c'est une alpha ou un truc comme ça, il y a un petit moment de solitude. Là, c'est du parfait. Il n'y a pas un raté. Et oui, Apple maîtrise tout. Et puis, l'intérêt d'Apple, c'est aussi de toucher directement des centaines de milliers de développeurs et pas seulement 5000. Exactement. Et oui. Et donc, ça plombe en partie l'idée d'un retour en présentiel l'an prochain. Ce qui serait dommage aussi pour l'ambiance, Pour les privilégiés, le petit comité qui a le droit d'assister, bien sûr, ils vont le regretter. Et on a reçu quelques développeurs dans iWeek qui nous ont parlé de cette expérience magique. Moi, je l'ai vécu. Donc, franchement, moi, je disais à l'époque, c'est ma meilleure semaine de l'année. Parce que c'est pas tellement le contenu de certaines séances très techniques, c'est le fait d'être pendant toute une semaine dans un univers 100% Apple. C'est-à-dire que les mecs qui bouffent à côté de vous sont des passionnés d'Apple. Les mecs avec qui vous parlez sont des ingénieurs d'Apple qui aiment les produits. C'est pas des gens du service commercial qui essaient de voir comment diminuer votre marge ou comment ne pas vous livrer des produits. C'est des passionnés. Donc moi, je me sens en fait chez moi là-dedans. Et j'adore. Et puis voilà. Et puis c'était vraiment un grand moment. Et ça, c'est sûr que certains le regretteront. Mais de notre côté, pour Apple, ça mobilisait, je sais pas, une énorme partie de leurs ingénieurs pendant une semaine qui étaient là pour répondre aux questions, pour préparer des trucs. Là, ils ont toute l'année pour préparer au fur et à mesure les interventions. Donc, c'est mieux pour eux.
plein d'événements se dirigent vers une organisation hybride, c'est-à-dire à la fois présentielle et online. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de garder l'idée d'un rassemblement physique et aussi de donner accès à tout le contenu pour ceux qui ne seront pas sur place? Oui, s'ils le font gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, ils pourraient choisir 5000 développeurs, ne pas faire payer l'entrée. Ça coûte assez cher, on vient de le dire par ailleurs. Mais si, par exemple, il y a des gens qui payent $1 500 pour être là, mais que tout le reste de la planète peut y assister gratuitement, ça n'incite pas des gens qui n'ont pas les moyens à payer $1 500 par personne, quoi. Bon, des grosses boîtes comme Microsoft ou Adobe, eux, ils s'en fichent. Hein. Ils envoient des équipes de 100 personnes. Hein, donc, ouais, mais tu payes, tu y es et tu as vraiment un accès. Tu peux aller les voir à la machine à café, donc c'est un avantage. Échanger les cartes de visite, etc. Ceux qui ne payent pas ont quand même accès à toutes les infos. Tu vois, il y aurait une sorte de... Ce serait un peu le meilleur des deux mondes. Peut-être. Vincent, je fais confiance à Apple pour trouver. Hein. Quand il parle de remettre en présentiel, on va prendre le terme, c'est que la partie atelier ou vraiment aussi le keynote toute la semaine, ouais. D'accord, même la keynote d'ouverture. Oui. On pense. Il faut dire aussi que côté Apple, ça leur coûte aussi très très cher. Est-ce que c'est pas intéressant ce qu'on vit depuis un an et demi de voir des présentations super léchées, calculées au millimètre, c'est quand même intéressant, mais en complément avoir peut-être le réel pour les développeurs, parce que c'est ce qu'ils après il y a l'annonce en public, c'est peut-être ça qui était aussi énorme pour ceux qui l'ont vécu. Moi je regrette les keynotes en direct avec Tim Cook sur scène et en Bien public. Sûr. Je suis un des seuls, je crois, à les regretter. Tout le monde adore les keynotes produites. C'est vrai. Pour moi, elles sont aseptisées. Il n'y a plus d'âme. Enfin, pour moi, c'est juste de l'annonce. C'est de l'annonce commerciale pour moi. C'est une grosse pub, exactement. Je regrette avec beaucoup. J'aimerais vraiment que les keynotes redeviennent un événement live et en public. Mais bon. Mais tu sais, c'est pas gagné. Il y a un argument. Non, parce qu'il y a un argument, et je pense que les comptables d'Apple regardent ça, c'est que une keynote, c'est très cher à préparer. Il y a des locations d'emplacement, de salles de sécurité, de répétitions, etc. Quand vous louez Moscone West, par exemple, entièrement, les 3 étages pour ne pas mélanger avec autre chose, à San Francisco, ça coûte cher. Là pour la WWDC, quand vous louez le palais des expos de San José, ça coûte pendant une semaine entière, ça coûte cher. Et puis quand vous avez 5000 personnes qu'il faut oui, pour Apple, je suis d'accord, mais vous avez 5000 personnes qu'il faut nourrir matin, midi et soir avec en fait des collations à toutes les conférences, parce que s'il y a un truc chez Apple, c'est qu'il y a à boire et à manger 24 heures sur 24, hein. C'est juste dingue. 5000 hot dogs, ça va pas plomber Apple quand même. Enfin bon. Bon. On saura quand, parce que c'est quand l'annonce de la WWDC, c'est au mois de mars, non? Oui, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Généralement, c'est... Bon, en tout cas, voilà, il y a une grosse incertitude, non pas sur l'organisation de la WWDC, mais sur la forme qu'elle prendra l'an prochain. Et on va dire que c'est vraiment incertain de ce point de vue-là. Bon, autre info de la semaine, cette grosse panne qui a affecté les utilisateurs d'Apple Card aux États-Unis. Alors, panne sur Apple Pay, en fait. Les possesseurs d'Apple Card ne pouvaient pas payer dans les magasins. Et c'est pas la première fois que ça arrive. On en parlait dans High Five avec Jean-Christophe, Elie. C'est quand même embêtant au niveau de la confiance que les utilisateurs ont dans Apple Pay, cette histoire. Ben oui, c'est quand même un tout petit peu embêtant. Parce que là, vous avez une carte Apple, vous voulez payer avec le système de paiement Apple et ça ne marche pas. Et vous vous dites, ah. Bon, de notre côté, l'Apple Card ne marche qu'aux États-Unis. Je relativise un peu. Et vous savez, s'il y a un truc que les Américains ont, c'est une sorte de collectionnite de cartes. Moi, ça me surprend toujours. C'est que là où vous pouvez en avoir peut-être en France une ou deux, ou peut-être 3, aux États-Unis, quand vous voyez un Américain, il sort son portefeuille et il déroule un truc où ils ont 30 cartes de crédit. Et moi, ça m'hallucine déjà pour savoir comment ils gèrent leur compta. Mais
Mais en fait, ils utilisent une carte pour un truc, une carte pour une autre. Donc le mec qui paye avec sa carte Apple et ça marche pas, il sort son Amex. Si l'Amex marche pas, il sort sa Mastercard. Et il va jusqu'en bas. Et puis après, il est embêté parce que ça va pas dans la bonne case dans sa comptable. Mais bon, c'est pas Mais grave. ça pose quand même un problème de fiabilité. Bien entendu. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? Pas encore. Donc c'est une affaire à suivre. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché. Non, et c'est pas la première fois. Hein. Les utilisateurs tenaient mal leur carte. C'est pour ça. Ça marchait pas, mais ils la tenaient mal. Mais en plus, moi, j'ai pas vu d'Apple Card en réel. Est-ce que c'est une carte habituelle avec une piste magnétique? Parce qu'aux États-Unis, ils utilisent toujours pas de puce. Donc, je sais pas à quoi ça. Mais c'est pas l'Apple Card qui est en cause. C'est vraiment Apple Pay. Apple Pay. Apple Pay, d'accord. Ouais. Mais Apple Pay pour les utilisateurs d'Apple Card. Donc, c'est la banque Apple. Parce qu'en fait, quand vous payez avec Apple Pay, c'est votre banque, en final, qui est... Alors que Apple... Ils n'ont pas de banque, mais ça arrive quelque part. Mais je crois qu'ils n'ont pas un accord avec Goldman Sachs pour cette partie-là. Et Mastercard, ouais. Et Mastercard. Mais sur la partie Apple Card, ouais. Enfin bon, mauvaise semaine de ce point de vue-là. De son côté, Beats a lancé les Studio Buds, ces écouteurs Bluetooth, $150, 3 couleurs, noir, rouge, blanc. Alors, comme sur les AirPods Pro, annulation active du bruit, mais pas de puce H1 ou W1. Est-ce que ça veut dire, Elie, comme on le pense avec Jean-Christophe, que ces écouteurs Beats donc qui appartient à Apple, sont destinés non pas au marché Apple, mais au marché Android? Je pense que oui, en partie, mais il y a quand même des utilisateurs Apple qui vont l'acheter, parce qu'ils sont moins sensibles à ce qu'apporte la puce H1 ou W1, mais qui veulent un produit pas cher. Je pense que le truc, c'est de dire, on a un produit à réduction de bruit pour $149, 149,95, enfin 150, alors que des AirPods Pro, on va les payer une centaine d'euros de plus aux États-Unis. C'est 279 en France. Je pense qu'en France, ils seront à 179 en principe. On verra en euros. J'ai pas vu. Si c'était déjà présenté en France, mais grosso modo, pour 100 euros de moins, tu as quand même de la réduction de bruit. Donc, c'est ça. Ça peut intéresser certains. Moi, je connais des utilisateurs Apple qui ont aujourd'hui des Beats, mais quand je leur pose la question, ils me disent c'est pour le prix. Vincent, je te vois avec tes AirPods Pro. Oui. Est-ce que tu serais intéressé par pour moi, Beats, la valeur ajoutée... J'ai aussi des Beats, alors je sais plus le nom, mais c'est des intras, mais avec une corde entre les deux écouteurs. Oui. Qu'on met derrière, je sais plus. Et l'avantage d'avoir la puce W1, en fait, c'est vraiment entre chaque machine, on peut retrouver ces écouteurs en mémoire. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'atout majeur en fait de cette puce, alors que ce soit dans des AirPods ou dans des Beats. Et là, s'il n'y a pas la puce là et ça ne fait pas ça, ça perd tout l'avantage. Parce que là, concrètement, sur l'iMac, sur le MacBook, sur l'iPad, sur l'Apple TV maintenant, on switch entre les appareils et c'est génial. Enfin, ça bascule automatiquement. C'est le côté magique de ça. Pour l'annulation de bruit, ça marche bien. Ça peut être très utile. Moi, pour info, je m'endors. Alors, c'est pas méchant pour les podcasts que j'écoute. C'est pas Awake. Mais je m'endors avec des podcasts. Ouais. Awake, c'est au matin. C'est le matin, c'est allez, la pêche, les infos. Mais, on m'a pas payé, je précise, on m'a pas payé pour que je dise. Bref, je m'endors avec des podcasts. C'est comme ça. C'est une façon et souvent, je réécoute le lendemain. Enfin, bref. Et en fait, j'ai remarqué que quand je m'endors, les AirPods s'en vont au bout d'un moment sous l'oreiller, etc. Mais je crois que ça fait l'effet annulation de bruit doit m'aider aussi quelque part, alors qu'il n'y a pas de bruit chez moi, mais le fait d'être dans du coton, en fait, ça doit aider à endormir. Donc, un très bon produit pour le sommeil, les écouteurs. En tout cas, voilà, ces Beats Studio Buds à donc $150 sont sortis. Les mises à jour de la semaine, 3e bêta développeur pour les prochaines mises à jour 14.7 d'iOS, d'iPadOS, de tvOS et la 3e bêta de WatchOS 7.6. Si vous êtes développeur, vous y avez accès. Les bêtas publiques ne devraient pas tarder. Et puis, on en parlait dans High Five
mercredi matin, Ellie. Apple a sorti une mise à jour critique pour des produits entre guillemets assez anciens. C'est-à-dire, Apple n'oublie pas ceux qui ont un iPhone 5S, un iPhone 6, un 6 Plus, un iPad Air, un iPad mini 2 ou 3 et un iPod Touch de 6e génération. C'est une mise à jour très importante en termes de sécurité, Ellie. Oui, Apple prend la sécurité très très au sérieux et en fait on repart jusqu'à un système qui est iOS 12. Donc en fait ils sont capables de reculer pour les rares personnes qui ne sont pas passées en iOS 14, puisque rappelez-vous que le taux d'adoption était proche de 90% dans le dernier système Apple. Donc, mais s'il restait quelques récalcitrants qui ont dit non, j'aime iOS 12, je ne changerai jamais, le 13 c'est pas pour moi, le 14 non plus. Bon, Apple quand même tient à vous, s'il y a des problèmes de sécurité, ils sont là. Voilà, et cette mise à jour, donc elle règle une faille autour de Safari et de WebKit. Oui. Cette faille a déjà été exploitée par des pirates et donc si vous êtes concerné, si vous avez un de ces appareils, faites absolument cette mise à jour proposée par Apple. Dans un instant, après ce très long journal de la semaine, on va parler de rumeurs insistantes sur des produits Apple. À tout de suite. Les rumeurs de la semaine, et on commence par une rumeur effectivement pour laquelle François aurait été tout excité à mon avis. Ellie, elle concerne l'iPad mini 6. Il n'existe pas officiellement, mais on a vu des rendus photoréalistes cette semaine et des caractéristiques qui viennent en complément d'éléments déjà sortis par Bloomberg au début du mois. Oui, mais on a vu 2 séries de rendus photoréalistes. Un, effectivement, celui dont on parle maintenant avec un iPad bord à bord qui ressemble à un iPad Pro et qui serait vraiment notre rêve absolu. Et il y en a une autre d'un iPad qui ressemble à un iPad actuel, mais avec un processeur plus rapide et toujours un bouton Home. Et les 2 avaient été annoncés comme étant le futur iPad. Alors, on pourrait être déçus, mais j'espère que non, parce que franchement, si cet iPad 6 était tel qu'on le voit... Mini. Oui, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Ça serait vraiment un rêve. Moi qui ai toujours eu des iPad mini depuis le début, vraiment, ça serait un rêve. Maintenant, je vous rappelle que cette source, c'est toujours John Prosser, donc le meilleur ami de Christophe. Donc, il a eu parfois raison, mais parfois pas. Donc, il avait certifié que les MacBook Pro 14 et 16 pouces seraient annoncés la semaine dernière, par exemple. Mais bon, encore lui. Il a aussi un certain nombre de scoops à son actif, donc oui, voilà, on peut pas. Il avait parlé du MX. pas l'ignorer. Non, on peut pas. Non, moi je regarde. Moi, ça me plaît. Alors après, je mets mon filtre à moi, mais dans son site, il annonce des fois des trucs sympas. Il faut le visiter de temps en temps par curiosité. Il faut pas le croire à 100%, mais il faut y aller. Il a quand même dit qu'il y avait du M1X, ce qu'on a trouvé après dans les hashtags de la keynote de la WWDC. Ça n'a pas été annoncé. Soit ils ont fait un test pour voir combien de personnes allaient en parler, soit ils avaient prévu un truc et finalement ils l'ont pas fait. Je sais pas. Alors pour être précis, c'était en fait dans les tags du flux YouTube de la keynote de la WWDC, il y avait effectivement un tag MacBook Pro M1X, donc dans le flux Apple. C'est ce qui nous a tous fait croire que c'était bon, parce qu'on avait vu le tag et on s'est dit non, c'est bon, ils vont l'annoncer. D'où notre déception que vous avez peut-être vu à l'écran, mais bon, on s'est remis depuis. Pas trop déçu de cette absence d'annonce d'un MacBook Pro, Vincent, à la keynote ? Non. Pour mon porte-monnaie, non. Oui, c'est ça. Et puis t'es déjà en train de penser à l'iMac. Non, mais alors j'ai entendu que certains journalistes ou je sais plus des gens sur Twitter qui avaient revendu leur MacBook Pro M1 juste avant, en étant sûr et certain que le nouveau Pro serait sorti, et finalement ils se sont retrouvés le lendemain sans MacBook. Mais non, rassurez, parce que moi j'ai pris le MacBook Pro M1 en novembre-décembre, et j'en suis satisfait pour ce que je lui demande. Donc le 13 pouces. Ouais, le 13 pouces, ouais. Alors certes, le design ne change pas,
Moi, je suis un peu déçu que si c'est vrai, ces rumeurs, si la touche barre s'en va. Je crois Parce que moi, je l'aime bien. Bah oui, mais moi, je l'aime bien. J'aime bien cette touch bar. Je sais pas, ça. Je sais qu'elle sert à rien les 3/4 du temps, mais elle est là. Je sais pas. C'est peut-être visuel. Je m'en sers dans Photoshop. Ouais, voilà, ça égaye le clavier, ça peut. Mais bon. Tant mieux, pour l'instant, on ne dépense pas d'argent. C'est ça. On attend l'année prochaine. Voilà. Bon, cet iPad mini 6 dont on parle donc, qui n'est qu'une rumeur pour l'instant, mais une rumeur qui devient assez insistante, il pourrait avoir une diagonale d'écran qui se rapproche de celle du tout premier iPad, puisqu'on parle de 9 pouces au lieu de 7 pouces 9 aujourd'hui, Ellie, grâce à une bordure plus fine. Exactement, parce qu'en fait, en termes de taille, à quelques millimètres près, il reste de la taille d'un iPad mini, mais vraiment sans bord. Donc, qu'est-ce qui lui reste alors à l'original ? Qu'est-ce qui lui reste ? Plus grand-chose. Ben oui. C'est ça. Enfin, là, je parle de l'original le Pro, le Mini. De 2010, hein, donc ça fait quand même plus de 10 ans. Alors, sur cet iPad mini 6, on pourrait retrouver donc un connecteur USB-C. Ben, c'est là où je ne suis pas vraiment convaincu, tu vois. Ah. J'ai vu ça parce que je ne vois pas forcément un USB-C dans un iPad mini. Quel serait Bon, je vois très bien l'intérêt, bien entendu, hein, mais du coup, comment est-ce qu'il se positionnerait dans la gamme ? Parce qu'il pourrait rester Lightning, ça ne changerait pas grand-chose, mais de l'autre côté, il est quand même plus cher que l'iPad 8e génération, qui est aujourd'hui l'entrée de gamme. Donc, étant au-dessus, il se rapproche quand même presque du prix d'un iPad Air, suivant les modèles. Donc, du coup... Bon, pourrait-il avoir un connecteur USB-C ? Je ne sais pas, je me suis dit, ça je ne suis pas certain qu'il le fasse, mais pourquoi pas ? On parle aussi de la disparition du bouton Home, alors dans le rendu, l'un des deux rendus dont tu parlais, hein, au profit d'un lecteur biométrique Touch ID sur le bouton d'alimentation, comme sur l'iPad Air justement. Exactement. À l'intérieur, cet iPad mini 6 qui arriverait à la fin de l'année, intégrerait un processeur A14, la 5G, et on parle aussi d'un Apple Pencil plus petit. Vincent, oui. Ça te parle à toi, le dessinateur, un Pencil plus petit ? Est-ce que tu utilises déjà le... Oui, alors j'utilise sur un iPad Pro 2020, donc avec l'Apple Pencil 2. Mais je vois difficile. Enfin, si on s'en sert comme petit carnet de notes, pourquoi pas, vu la taille, les fonctions d'iPadOS avec le glisser pour faire une note rapide, pourquoi pas. De là à dessiner avec un crayon plus petit, déjà que le 11 pouces, alors c'est petit, mais comme je disais sur Twitter cette semaine, je sais plus, pour une question je crois que c'était le Matt de Apple différemment, qui demandait entre le 11 et le 13 pouces. Et moi je lui avais dit que le 11 pouces a le bon compromis, rapport poids, tenue dans la main, etc. Donc plus petit, je ne sais pas. Je ne sais pas si pour dessiner, c'est déjà petit 11 pouces. C'est déjà petit, donc faut pas plus petit. Plus grand, moi ça me va pas parce que pour le transport, etc. ça va pas. À voir. De toute façon, chacun a son utilisation, donc pourquoi pas. Mais pour la mienne, en tout cas, plus petit, non. Au niveau de l'iPad, je suis d'accord. Après le Pencil, ce que j'ai vu moi, c'est qu'il est un tout petit peu plus petit, mais pour tenir en fait mais après il n'est pas vraiment beaucoup plus petit. Quand vous mettez un Pencil 2 sur un 11 pouces ou sur un 13, il reste vraiment beaucoup de bordure, hein. Donc même s'il le faisait légèrement plus petit, qu'il était bord à bord par rapport au nouvel iPad hypothétique, ça irait. Donc un peu plus court, ça serait pas un problème pour dessiner. Alors la taille de l'écran serait un problème pour dessiner, ça je suis d'accord. On voit ton Pencil. Le Pencil lui-même. Ouais, j'essaie de voir en fait si vraiment, s'il y a un morceau en moins, on va dire que c'est 1 ou 2 centimètres. Pas plus. Ouais, pourquoi pas. La batterie serait du coup plus petite. Plus petite, oui. Mais en tout cas, rendez-vous pas avant la rentrée probablement, hein, pour une annonce éventuelle de cet iPad mini 6. Et puis il y a une autre rumeur qui tourne pas mal, et là pour le coup elle s'appuie sur la première bêta du nouveau Xcode qui a été distribué à la WWDC. Certains ont trouvé une référence à un Mac Pro Intel qui n'existe pas encore et qui fait référence à la toute nouvelle génération
de processeurs Intel Xeon, dont le petit nom est Ice Lake SP, alors que les modèles actuels de Mac Pro tournent sous Intel Xeon W. Ça te semble plausible, Elie, toi, cette sortie possible d'un dernier modèle de Mac Pro Intel? Honnêtement, non. Ce code peut être là parce qu'Apple teste des nouveaux processeurs justement pour voir quel serait l'intérêt éventuel de le sortir. Mais en sachant que la transition est en cours, qu'ils sont très en avance, puisque le M1X va sortir un jour ou l'autre, le M2 va arriver dans la foulée, qui se sont donné ces 2 ans de transition. S'ils sortaient un produit... On a parlé d'un nouveau Mac Pro, parce que c'est à peu près le seul produit qui pourrait bénéficier d'un processeur Intel un peu haut de gamme. Mais aujourd'hui, même s'il baissait un peu le prix, ce qui serait compliqué en restant dans de l'Intel avec l'architecture, etc. Admettons qu'on mette, je ne sais pas moi, 7 000 €, 5 000 € sur un Mac Pro avec en plus un écran, en sachant que en moins de 12 mois après, vous allez avoir un truc de malade. On a entendu le nombre de cœurs que pourraient avoir les processeurs M sur un Mac Pro et le nombre de cœurs entre 20 graphiques. Et 40. Hein, ouais. Qui investirait aujourd'hui 5 000 à 7 000 € à 12 mois? Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Vincent, toi qui as besoin de puissance, est-ce que tu crois à l'hypothèse d'un dernier Mac Pro Intel? Si je faisais ça, on aurait vraiment l'impression de combler, en fait, pour peut-être les entreprises qui voudraient combler une année, par exemple, sans Mac Pro puissant. Il y aurait que cette solution-là, mais ça me semble bizarre quand même, en migrant tout vers Apple Silicon. Ce serait idiot, pour moi, ce serait idiot vraiment de repartir sur Intel, sachant que ça brouillerait le message les MacBook aussi, Pro arrivent. Peu, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Puis même une fois qu'on a testé un M1, qu'on a vu beaucoup de bench comparé à des i9, etc., on voit quand même que il est pas du tout ridicule. Donc pourquoi repartir sur un Intel Xeon qui sera peut-être un peu plus puissant qu'un M1? Après je me trompe peut-être, mais sur certaines tâches peut-être à peine plus puissant, beaucoup plus cher, moins efficient, etc. Je sais pas. Ça casserait le message les derniers messages d'Apple par rapport à cette puce-là et son évolution. On est bien d'accord. À suivre. Hein, la transition doit durer 2 ans. Elle avait été annoncée à la WWDC 2020. On est donc à un peu plus de la moitié. Et il est assez probable que le Mac Pro sera le dernier Mac à passer au processeur Apple. On parle d'un design assez proche du design actuel, mais potentiellement en beaucoup plus compact. Allez, dans un instant... Et moins cher. Et moins cher. Allez, dans un instant, l'iMac M1 24 pouces vu et testé par Vincent. C'est la prise en main de la semaine. Vincent, tu es donc l'heureux possesseur d'un iMac M1 24 pouces. Vert. Oui. Elie, tu es au courant. Hein? Oui. Et il est beau. J'ai vu. Il est très beau. Hein. Ouais. Pourquoi vert, Vincent? Pourquoi vert? Alors moi, j'avais 2 choix. Quand je les ai vus sur la conférence, etc., c'était soit le gris, soit le vert. Je les trouvais les plus neutres, finalement. Même le bleu m'intéressait pas. Et finalement, le vert, je me dis, quitte à changer, avoir une nouvelle machine, autant prendre un vert qui change un peu, je sais pas, un coup de fraîcheur. Sinon, finalement, ouais, carrément, ouais. J'avais peur de faire trop objet pop, en fait. Au début, c'était un peu les avis qui tournaient, hein. Ça faisait un peu jouet, certains disaient féminin, certains disaient enfantin, et finalement, ce blanc-là, je parle tout de suite du premier aspect qui frappe, hein, c'est la coque blanche à l'avant. Ouais. Moi, ça me rappelle le premier iMac, j'ai eu un 17 pouces blanc, un G5. Et ça me rappelle ça. Je sais pas, on sent vraiment l'ADN de cet iMac là. Bon, après, quand on regarde sur le côté, on voit bien qu'il est 3-4 fois plus fin que celui-là. Donc on en est loin. Il souffle pas, il est rapide. C'est
c'était mon résumé. Hein, il est beau, mais dans tous les sens, c'est-à-dire esthétiquement et dans son fonctionnement. Tout est bien pensé, je trouve. Le retour à la prise avec l'Ethernet, je trouve ça magique. Ça me rappelle ces petits détails qu'on avait sur l'alimentation. Sur le MagSafe. Ouais, sur l'alimentation, sur le bloc. Ça me rappelle en fait tous ces détails qu'on avait sur les Mac d'avant, qu'on a un peu perdu dernièrement, avec l'USB, etc. C'est par exemple sur le MagSafe, sur mon premier MacBook, c'était un iBook. C'était pas un MagSafe, c'était une prise à enclencher, mais il y avait déjà cette LED qui devenait vert quand le Mac était chargé. Et tous ces petits détails, en fait, quand on vient d'avoir un Mac au début, c'est des détails qu'on n'oublie pas parce que c'est tellement différent de la concurrence finalement, outre le système, etc. Mais même esthétiquement, je pense aussi aux témoins de batterie sous les Mac d'avant, sous les MacBooks. On appuyait, on avait le témoin de batterie. Ça s'est perdu. Bon, je sais pas s'ils referont ça. Ouais, c'est tous ces petits détails-là, on aimait bien. On appuyait, il y avait plusieurs diodes qui s'allumaient en fonction de la charge. Il y avait 4 diodes et 4 ou 5, je sais plus. Et c'est des petits détails comme ça. Et dans cet iMac-là, déjà, il y a le déballage. Attends, on va prendre les points. On va prendre les points les uns après les autres. J'ai une première question qui est liée à l'actualité. Ouais. Tu sais qu'un certain nombre d'utilisateurs ont noté un écran qui part un peu sur le côté, qui penche. Pour te dire, je l'ai pas là. Qui tient pas l'horizontale. Alors quand j'ai vu la news sur Twitter, j'ai pris tout de suite. J'ai une espèce de règle d'architecte là, et j'ai tout de suite mis de part et d'autre et ça va. J'ai zéro écart de millimètre, donc j'étais rassuré. Mais c'est vrai que en regardant comme ça, c'est peut-être pas frappant parce que certains retours parlent de 1 mm, 2 mm. C'est pas beaucoup visible quand on est en face comme ça, on peut. Puis il suffit que le bureau est bancal et voilà, c'est faussé. Ah bah oui, ça mais moi j'ai rien vu du tout. Heureusement. Sinon je me serais plaint au SAV de MCS. Bien sûr. Illico Presto avec une équipe réactive et très rapide, donc je me serais pas fait de soucis pour la suite quoi. je crois que vous avez été un peu en contact pour cet iMac que tu avais du mal à trouver en fait, Vincent, c'est ça Ça a été clair, c'était rappelle-moi un jeudi et en 1 heure de temps c'était réglé et puis si Chronopost avait fait son boulot le lendemain matin je l'aurais eu. On a dû attendre le mardi parce qu'il y avait le lundi de férié, mais sinon MCS ça fait ce qu'il fallait. C'est le petit quart d'heure pub pour MCS, mais c'est vrai, c'était super réactif de dire il va partir au service postal avant 17h, c'est bon, tout était bon sur Chronopost, tout était au vert, et puis finalement c'est Chronopost qui a merdé sur la dernière ligne droite. Mais MCS au top, je le répète. Merci. Ça prouve que j'ai encore un tout petit peu d'influence sur mes équipes, parce que c'est bien. Je leur ai dit, il faut que ça parte. Bon, déjà, Vincent a joué le jeu immédiatement parce que des fois, sur un virement, il nous a fait un virement instantané. Il a dit, je te l'envoie. Clac, il était déjà arrivé sur notre compte. Ça, c'est quand la technologie veut, c'est magique. Et du coup, j'ai dit, là, on ne peut pas se rater. Lui, il a été au top, donc nous, on ne peut pas se rater. Et donc, la machine était là, je l'avais déjà bloquée. Et donc, en fait, j'ai mon magasinier qui a fait un sprint parce qu'il est arrivé à 2 minutes de la fermeture de la poste. Et vraiment, il a fait un sprint avec son iMac sous le bras. Donc, heureusement qu'ils sont plus légers qu'avant. Mais on a tenu les délais parce que moi, j'avais dit, je ne sais pas si on va y arriver parce que ça ferme. Mais bon, on l'a fait. Et puis après, Chronopost, ils ont fait... Bon, revenons à cette prise en main de l'iMac M1 24 pouces. Bon, on va pas faire 1 heure sur le déballage, mais c'est quand même le premier plaisir, Vincent. Oui. La boîte, elle est dingue, je trouve. Oui, c'est ça. Ça fait partie du cadeau quelque part quand on s'offre. On a toute cette cinématique d'ouverture, la petite sangle en tissu. Enfin, c'est des détails parce que finalement après la boîte part au grenier et on l'oublie jusqu'à temps qu'on revend la machine. En gros, ça se passe comme ça, mais on les garde précieusement quand même. Mais il y a quelque chose avec la découverte. Puis cette fois-ci, c'est un peu nouveau parce que il y a des nouveaux câbles. C'est bête, c'est un détail. Il y a des nouveaux câbles tressés, il y a des couleurs, il y a des choses qui changent, des accessoires qu'on a tout le temps, à chaque fois pareil, le même chargeur, les mêmes écouteurs, qu'on déballe même plus, la petite truc d'autocollants. Même les autocollants ont changé cette fois-ci, ils sont de 2 teintes la couleur. Donc c'était un peu nouveau.
Tu vois, je répète encore nouveau. Hein. Il y a encore du nouveau là-dedans. On ouvrait alors j'ai senti pareil, bizarrement, une nouvelle odeur d'iMac dedans. C'est con. Mais je me suis dit, tiens, c'est pas une odeur habituelle de... Ouais, non, mais tu vois, d'habitude, on a tout le temps cette odeur de déballage, là. Il y a peut-être des fétichistes qui nous regardent. mais c'est vrai, on connaît l'odeur du déballage. mais là, c'est nouveau. On dirait qu'ils ont une nouvelle encre, un nouveau carton, etc. Donc, il y a quelque chose de nouveau, on le sent dans le soin apporté à tout ça. Et puis après, il y a l'installation sur le bureau. Et là, c'est le poids. Le poids, rapidement, on dit tiens, c'est super léger, c'est super fin. Beaucoup disent que c'est finalement un iMac transportable, hein, parce qu'on va pouvoir le mettre dehors, dans le salon, dans la chambre, enfin où on veut. Ça peut faire office de petite télé. Enfin, on imagine, je sais pas, dans une chambre ponctuellement comme ça. Donc, c'est quelque chose de transportable. En plus, le système de recharge, même pas, d'alimentation et c'est simple, c'est aimanté. Enfin. Il y a quelque chose de très très simple dans cette machine, encore plus simple qu'avant, je trouve, notamment par sa finesse et puis ouais, cette simple prise tout simplement. Donc ça c'est le deuxième aspect après le déballage, de se dire tiens, c'est nouveau. Donc tu l'as installé et puis tu as commencé à l'utiliser. Alors c'est ça. Première impression. T'avais déjà le MacBook Pro M1. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc on retrouve la même chose, à part qu'on a un super écran, finalement. C'est-à-dire qu'on a la réactivité, on a le silence. Je l'ai pas encore entendu souffler. Pourtant, des fois, je lui demande des gros fichiers. Et d'ailleurs, MacBook, j'ai jamais entendu souffler non plus. J'avais juste avant que j'ai gardé 3 semaines un MacBook Air Intel qui soufflait sur certaines tâches. Et quand je suis passé au M1, rien du tout. Donc là, je retrouve le même silence sur l'iMac. Alors cet écran qui est bluffant, vraiment, la colorimétrie, la luminosité, qui est jamais à fond d'ailleurs, mon écran, tellement tu te brûles les yeux tellement c'est lumineux. Et Elie m'en avait parlé au moment de la commande, mais m'a dit tu vas voir, la caméra est dingue et Apple Maps est dingue. Et je me suis empressé de faire les tests parce que je voulais voir de quoi il me parlait. Et la caméra, ouais, c'est un peu bluffant parce que on s'embête en fait dès que tu vois on allume la caméra et d'habitude on a une petite fenêtre comme ça et là ça vient en plein écran, c'est super lumineux, on se voit trop bien même, c'est gênant. Tu sais, t'as un piqué de dingue que tu vois pas sur les ordi. Et un piqué de dingue. Si vous êtes sur la version vidéo du podcast, vous regardez l'image de Vincent. Tiens, je vais te passer en plein pot pendant que tu parles, Vincent, juste pour qu'on profite de cette pour voir le grand angle. Ouais, vas-y, on t'écoute, ouais, bien sûr. Continue de parler, hein. Donc l'angle aussi change un petit peu. On a du mal, tu vois, tout à l'heure j'essayais de cadrer un petit peu et finalement j'ai l'impression d'avoir quelque chose de plus large. Donc c'est appréciable, même si je me sers pas non plus Dieu merci, on fait pas beaucoup de visio au bureau. Donc ça c'est cool, mais ça peut être un élément déclencheur pour un achat, bien sûr. Et le deuxième effet waouh, on va dire, c'est Maps, parce que ça charge super vite et j'ai hâte de voir les évolutions de Maps à la rentrée. Mais c'est assez bluffant. Alors c'est beau. Alors l'écran fait beaucoup, hein. On a quelque chose de super dynamique, mais c'est rapide. La puce, on la sent vraiment bien sur ce genre de tâches. C'est hyper rapide. Alors moi j'utilise Photoshop 90% du temps. De mise à jour en mise à jour, il s'affine. Il est vraiment compatible M1 maintenant. Il y a beaucoup de mises à jour qui règlent pas mal de problèmes de bugs, de vitesse, etc. Et des gros fichiers. Alors pour info, au bureau, j'ai une machine Dell, un Xeon. Je crois que c'est un 12 cœurs, enfin quelque chose qui est censé tenir le pavé. Et les mêmes fichiers, en fait, c'est le jour et la nuit. Mais vraiment, hein, on a des fois une attente de 1 minute, 2 minutes sur certains gros fichiers en plusieurs gigas. Et là, on va pas dire que c'est instantané, mais quelques secondes. Et la barre, on la voit même pas. Ou des fois, je me suis fait cette réflexion parce que souvent, quand on travaille sur un PSD, on veut enregistrer une version JPEG. PSD, c'est les fichiers natifs Photoshop. Voilà, de Photoshop, pardon. Donc, qui est très lourd avec les calques, etc. Et quand on veut se faire la version JPEG pour envoyer, etc., j'avais souvent la mauvaise habitude, donc j'enregistrais mon PSD.
et de faire enregistrer une copie. Et Photoshop au bureau me disait attendez que le PSD en gros s'enregistre. Alors je voyais 90, 99, etc. Et là en fait je le fais naturellement et à chaque fois je dis je vais trop vite. En fait non, il avait déjà fini de compiler le PSD, de l'enregistrer et du coup je peux faire mon export. Enfin c'est des petits détails d'utilisation, mais la puce M1 est vraiment super. Enfin c'est pour ça que tout à l'heure tu me posais la question par rapport à un pseudo ordinateur pro qui arriverait. Je vois pas, enfin pour mon utilisation, pour l'instant je suis pas freiné du tout. J'ai l'impression d'en avoir même sous la pédale longtemps en fait, d'avoir une machine qui va pas me ralentir tout de suite quoi. Alors oui, peut-être pour la vidéo, certains ou la 3D, etc. Là, d'avoir un peu plus encore de ressources, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas pour vraiment de l'utilisation, Photoshop, du dessin, d'Illustrator, on peut y aller les yeux fermés. J'ai aucun ralentissement sur cette machine, quoi. Bon, donc qu'est-ce que tu as comme point négatif à nous à avancer? Parce que là, pour l'instant, j'entends que du bon. Alors, tout simplement, ça. Attends, je suis à l'envers. La souris. Là, ici. Pourquoi La Magic Mouse. Je sais pas si elle est là, mais beaucoup long. J'utilise la Logitech Anywhere. Là. Enfin, je sais plus. Non, elle est pas là. Et d'une parce que elle est très bien. Alors j'ai utilisé sur le MacBook Pro et celle-là, donc la Magic Mouse, elle est sur l'iMac et instinctivement je reprends la Logitech, la Logi pardon. Et d'une parce que tu as une vraie molette. Tu as une molette cliquable, tu peux faire un double cliquet et moi j'utilise pas en local mais en contrôle en VNC, tu vois. Je contrôle mon ordi du bureau. Donc un environnement Windows avec des logiciels 3D qui fonctionnent que sur Windows et tu vois cette souris, tu peux pas du tout l'utiliser, pas du tout sur ce genre de logiciel parce que tu dois faire 2 clics, faire une rotation et sur la Magic Mouse, c'est impossible. Donc ça serait ça vraiment. Après je cherche d'autres points négatifs. Non, le clavier est parfait. Par contre, le Touch ID est vraiment réactif. Ça, c'est ce qui manquait sur une machine bureau. Parce que quand t'es habitué, alors sur ton iPhone, t'as le Face ID, etc. Je retiens plus mes mots de passe, finalement, parce que tout est enregistré quand tu vas sur un site. Enfin, tu vois, tout ça est fluide. Sauf encore sur des claviers, jusqu'à maintenant, des claviers externes. Et là, on l'a. Donc, c'est ce qui manquait, en fait, finalement. Un clavier externe avec Touch ID. Et à part ça, je t'avouerai que pour l'instant en tout cas, j'ai pas de point noir à part cette souris, mais c'est qu'un accessoire, donc c'est pas très grave. Et l'audio? Alors l'audio est dingue. Pour te dire, moi j'ai deux HomePod sur le bureau, 2 HomePod mini. Et je sais pas pourquoi, je suis pas le seul apparemment. J'ai encore entendu Audrey Coulon je vais pas écorcher son nom, qui se plaignait en fait de désynchronisation, etc. avec les HomePod. Elle demandait un peu le retour. Et moi, je n'arrive pas à les faire fonctionner en stéréo de façon durable. C'est-à-dire que si tu les débranches, tu les rebranches, ils vont fonctionner. Le lendemain, il va y en avoir un sur 2, l'autre va se déclencher n'importe comment. Où il va te dire ne réponds pas. Pour te dire que là, j'en ai un qui est parti dans la cuisine. Il y en a un qui est resté là. Et je dis c'est pas grave, je fais finalement une espèce de son hybride. Donc j'ai les deux, j'ai le haut-parleur de iMac et le HomePod en haut, tu vois, au-dessus du bureau, qui donne un son un peu diffusant. Eh manque de peau, une fois que j'avais dissocié les deux et j'avais essayé de faire ça, ça ne marchait pas. Donc finalement, l'iMac a un très bon son, un son quand tu travailles, d'avoir un fond sonore ou un podcast, c'est très bien. On parle pas de hi-fi là, hein. Mais ça m'a, je suis en train de me séparer de mes HomePod là, parce que ils m'agacent. Autant les AirPods fonctionnent super bien, la synchronisation à chaque fois, il n'y a pas de loupé, rien du tout. Les HomePods, j'ai eu une très mauvaise expérience avec un HomePod classique que j'ai revendu au bout d'un moment. Donc le gros. Et là, je me dis tiens, ils ont changé HomePod mini et finalement j'ai le même problème avec des box différents, une maison différente d'ailleurs, 5 GHz, etc. J'ai tout essayé et ça ne fonctionne pas. J'ai dû les réinitialiser mais 10-20 fois, tu vois. Donc c'est un petit peu on va dire que si ça sort un peu du sujet du Mac, mais les bonnes enceintes de l'iMac m'ont fait oublier les HomePod qui me saoulaient au bout d'un moment, quoi. Donc
Alors, c'est l'heure du verdict de cette prise en main, Vincent. Les plus, les moins? Ah ben plus l'écran, parce que finalement c'est juste un écran avec un... On va dire que si tu veux le résumer, c'est un très bon écran avec un tout petit corps d'ordinateur dedans. Donc c'est l'écran, c'est le silence et la compacité, on va dire. Même pour un 23,5, c'est finalement c'est un ordinateur portable sur pied, sans clavier, ça fait un peu beaucoup, et avec une prise comme ça, un bon transportable. Même si moi je le bouge pas, c'est un très bon transportable. Donc il allie un peu tout, la compacité, la puissance, donc c'est un peu le résumé qu'on voit un peu partout. Hein, donc, Point négatif, la Magic Mouse? Ouais, voilà, cet accessoire qui n'a plus lieu d'être pour moi. Alors après, je vois mal Apple faire une molette, tu vois. Je les vois vraiment garder, quand tu vois le trackpad, il serait plus dans la gestuelle, le tactile, donc je les vois mal faire une molette, des boutons cliquables comme il se doit. Mais bon, voilà. Après, c'est pas grave, c'est quelque chose d'annexe, donc on peut le changer, il n'y a pas de souci. Et ta note sur 5? Sur 5, honnêtement, je pourrais lui mettre 5. 4,5, 5, tu vois, parce que honnêtement, lui donner des défauts, à part celui qui a reçu un Mac tordu, bon, ok, il peut être en colère, mais là, c'est vraiment la machine aussi bien, pour l'instant, parce qu'il n'y en a pas d'autres, une bonne machine pro, tu peux faire un peu tout. Tu peux même faire de la PAO dessus sans trop souffrir. Et c'est une bonne machine familiale pour ceux qui ont le budget d'avoir un ordinateur familial comme ça, en plein milieu du salon, le bouger ou parfois le mettre sur le bureau d'un enfant quand il y en a besoin. Mais tu sais, de temps en temps, quoi. Donc on est très très loin des ordinateurs à débrancher, à être ingénieur pour brancher. Là, encore plus avec celui-là. Un câble, un écran, terminé. Donc c'est très très bien. On va juste préciser, Vincent, quel modèle tu as acheté? Le modèle intermédiaire? Oui, alors modèle intermédiaire pour deux choses. Le Touch ID et l'Ethernet intégré au bloc. Bien sûr. Parce que le Touch ID, c'était impossible de faire sans. Enfin, en travaillant sur le MacBook, tu t'y habitues et tu peux pas revenir en arrière, taper tes codes, etc. Et l'Ethernet, parce qu'il me fallait de l'Ethernet. J'ai de la chance d'avoir une très très bonne fibre, donc c'est dommage de s'en passer, et notamment en plus avec le télétravail, tu peux piloter une machine à distance et croire que tu es en local, quoi, sur l'ordinateur. Donc l'Ethernet obligatoire. Après le 8e cœur, honnêtement, c'était pas un argument pour moi, mais bon, il est là, hein. On va pas s'en priver. C'est sûr. Bon, merci beaucoup Vincent pour cette prise en main très complète de l'iMac M1 24 pouces. Un plaisir de... J'espère de pas avoir été trop flou, je me perds dans mes explications. Tu as juste oublié un petit truc. Dis-moi, je vais allumer la lumière. Quand tu le déballes et que tu le mets en marche, le petit Hello bonjour qui s'affiche au démarrage. Ah oui, c'est pas beau. Exactement. Ça ouais, c'est vrai. Sans rien toucher, le Hello. Hein. Mais même ce fond d'écran là l'économiseur d'écran que tu avais fait le tuto il y a pas très longtemps. Finalement, il est là, il est bien. Et quand tu passes devant, quand tu reviens, tu vois, tu me parles de ça et ça me fait penser juste à un petit truc, c'est le déverrouillage, quoi, avec le Touch ID. Tu arrives et t'appuies, tu le verrouilles, tu rappuies. Enfin, c'est vraiment, ça fonctionne vraiment comme un portable. Si on veut résumer, c'est aussi simple qu'un ordinateur portable, mais sur pied avec l'aisance d'un grand écran, on va dire. Bon, merci beaucoup Vincent. Tu as beaucoup parlé, tu mérites de faire une pause et de passer à table. Je te propose qu'on prenne place dans la grande salle du restaurant d'Eli, puisque c'est l'heure du dîner. À tout de suite. Entrée, plat, dessert. Eli, quel est le menu du jour et par quoi est-ce qu'on commence? Alors, on commence par un petit tweet, parce que on vient de se poser la question, est-ce que Twitter serait enfin à l'écoute de certains utilisateurs, ou est-ce qu'ils ont peur de la législation qui est en cours de vote dans certains États américains, qui tendrait, en attendant que cet article 230 dont nous avons longtemps parlé dans iWeek soit adopté ou pas au niveau fédéral, on va dire, mais certains États commencent à prendre des mesures contre les big tech et contre certains abus. Et en fait, Twitter nous a un peu surpris, donc c'est pour ça que je voulais le citer, en donnant la possibilité maintenant de pouvoir vous
vous savez que vous êtes cité ou tagué comme dans Facebook ou comme dans la plupart des applications des réseaux sociaux. Et des fois, en fait, on vous tague dans une conversation. Du coup, vous réapparaissez dans toutes les réponses à cette conversation. Et puis, des fois, si c'est une conversation un peu polémique, vous pouvez avoir des messages ou des réponses un peu agressives par rapport à certains sujets. Et vous pouvez vous dire, mais attendez, mais moi, j'y étais pour rien. Moi, on m'a cité, je ne suis pas intervenu, je n'ai pas parlé, etc. Et donc maintenant, Twitter vous permet de vous sortir de cette mention ou de cette liste. Ça s'appelle unmentioned en anglais, donc on peut dire démentionné si on veut. Et de ne plus justement recevoir les réponses et tout ça. Et c'est un premier geste, ça avait été demandé 1000 fois pendant des années et des années. Bon, bah ça y est, ils l'ont fait. Donc je ne sais pas si c'est déjà... Je sais pas si c'est déjà en application en France, mais en tout cas aux États-Unis, oui. Donc à tester. Ça a quelques heures, donc je pense que c'est en cours de déploiement. Et pour ceux qui veulent le tester, il faut aller dans les 3 petits points, donc dans un tweet où vous êtes mentionné, et là vous avez la possibilité de vous faire démentionner. Voilà. Donc je dis, donc c'est une info démente, puisqu'on peut se démentionner. Oui, très bien, bien joué Ellie. Bon bah ça me donne faim, moi j'ai bien envie de passer au plat de résistance. Ah oui, là c'est pas mal ce petit plat de résistance, vous allez voir, parce que j'ai trouvé une petite chose dans iOS 15 et je voulais vous le partager. Parce que à force de regarder l'interface et tout ça, bon très bien, on a vu les nouveautés, mais j'ai commencé à regarder les applis une par une et je me suis rendu compte, j'ai mis un petit moment, mais ça y est, ça finit par arriver, que l'application Fichier a évolué. Et vous savez, Fichier, c'est ce qui vous permet de stocker des informations sur vos appareils iOS, mais aussi sur iCloud, mais aussi sur des clés USB, voire des disques durs. On a parlé de tout ça. Eh bien, figurez-vous que iOS 15 supporte maintenant le protocole NTFS. Alors, attention, NTFS, ne paniquez pas. C'est en fait un protocole utilisé par les machines Windows. Mais ça veut dire que ça permet à un appareil iOS d'accéder à un serveur ou à un disque dur qu'on vous a donné, qui fonctionnait sur un PC avant. Vous le mettez sur votre appareil iOS si vous avez une prise USB-C. Et bien, si c'était un NTFS, soit on ne pouvait pas y accéder, soit dans certains cas on pouvait lire mais pas écrire. Et donc là, maintenant, ça y est, c'est possible. On peut faire des copies dans les deux sens. Dans tous les formats et c'est plutôt une bonne chose. Et le petit plus pour ce plat, c'est la petite sauce qui vient enrober cette chose-là, c'est que Apple, ça y est, ils ont mis enfin une barre de progression. C'est-à-dire que quand vous copiez quelque chose vers un périphérique ou vers iCloud à travers fichiers, etc., et que c'est un fichier d'une certaine taille, comme ceux qu'utilise Vincent, et bien maintenant on a une barre de progression. Donc on n'est pas en train de se dire il a fini, il copie, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, comment. Donc ça y est, on le sait. Donc moi je dis que c'est bien tout ça. Quel progrès. Alors j'ai une question et un démenti à apporter. Dis-moi tout. Tu parles d'iOS ou d'iPadOS 15 ? Dans les deux cas, pourquoi ? Parce que moi, l'info que j'ai vue concernait iPadOS. Alors, je me replace dans mon information. Tu as raison. Pour l'USB peut-être. Pour l'USB. Tu as raison. Effectivement, c'est dans iPadOS 15. Tu as parfaitement raison de me corriger, car je suis allé très très vite pour ce recueil d'informations cet après-midi. Et effectivement, je l'ai testé en fait c'était sur un iPad, mais dans ma tête, si c'était sur iPadOS, c'était forcément dans iOS. Et ça, je ne l'ai pas testé, mais il n'est pas exclu que la barre de progression fasse partie d'iOS aussi, et qu'iOS permettent, puisque dans certains cas, avec l'adaptateur Apple qui va bien, Lightning vers appareil photo, je vous le rappelle, qui permet de connecter des périphériques comme des disques durs de clé USB à condition de les alimenter, ça ne marche pas aussi, parce que si c'est dans iPadOS, il y a des fortes chances que ça soit dans iOS, mais tu as raison, ceux qui l'ont testé en USB-C sur iPadOS. Donc, c'est vrai. Et le démenti, c'est que ça ne marche pas dans les deux sens. Tu peux uniquement lire
un volume NTFS, tu peux pas écrire dessus. Ah. Pourquoi ? Parce qu'Apple n'a pas payé la licence. D'accord. À quoi ça tient des fois ? Bien. Eh bien, je reconnais humblement que j'avais trouvé l'info, que je la trouvais très sympa. Mais oui, mais elle est importante, intéressante. Mais je n'étais pas allé au fin fond du détail. C'est bien. Travail d'équipe, tu sais, en cuisine, il y a toujours un commis. C'est parfait. Voilà, Et donc j'ai fait le commis. J'ai coupé les carottes et j'ai... Non, mais tu as surveillé que le plat, avant d'être présenté en salle, soit parfait. Il faut Exactement. aussi qu'il soit... On fait du 3 étoiles ou pas ? Ah bah attends, on essaye. C'est ça. Bon, alors je pense qu'il est largement temps qu'on passe au dessert. Oui, mais là, tu vas voir, ça va être un petit dessert léger, comme j'avais dit, un petit sorbet acidulé pour finir le repas. Et c'était pour mentionner que ça y est, en fait, les nouvelles coques iPhone dites de printemps, dont on avait parlé, sont maintenant disponibles. Ça y est, donc ça s'adresse évidemment, c'est des coques en silicone qui s'adressent à l'iPhone 12, 12 Pro, Pro Max, 12 mini, etc. Donc, il y a des nouvelles couleurs, comme je ne connais pas la traduction française, parce que la disponibilité a été annoncée aux États-Unis, mais je pense qu'en France, ça va pas tarder. Et que les couleurs peuvent être traduites d'une façon bizarre depuis maintenant le cadre centré. On se méfie, donc je vous les donne en anglais. Donc, la première couleur s'appelle Sunflower, ce qui voudrait dire marguerite, mais comme ça ressemble pas du tout à une marguerite, mais pas du tout, parce que j'ai les couleurs à l'écran. Tournesol, ouais. Tournesol, donc, Sunflower. Tournesol. Mais ça ressemble pas du tout à un tournesol. Oui, Sunflower. Ouais. Oui, ça ressemble pas du tout à une couleur tournesol. Hein, je vous rassure, c'est une sorte d'orange. Bon. Ouais. Le deuxième s'appelle Cloud Blue, ce qui voudrait dire nuage bleu. Donc pourquoi pas. Moi, les nuages, je vois souvent, ils sont blancs, mais Cloud Blue. Et le troisième s'appelle Electric Orange. Et donc, ce qui laisserait penser que le journaliste qui a écrit cette information a été un peu paresseux et n'a pas mis les coques dans le bon ordre, parce qu'effectivement, maintenant que je relis les trois couleurs, je pense que le tournesol, effectivement, c'est un peu jaune, alors que le Electric Orange, c'est bien orange. Donc, je pense qu'il l'a permuté. Il aurait dû les mettre dans le désordre ou dans l'ordre. Mais bon, voilà les trois nouvelles couleurs légères et printanières pour rafraîchir votre été caniculaire. Bon, bah écoute, merci pour ce dîner, Ellie. Le temps qu'on se prenne un petit café, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le tuto audio. Je vais vous expliquer comment sauvegarder vos live photos et les transformer en vidéo. À tout de suite. C'était en 2015 l'apparition du concept de live photo, des photos améliorées puisqu'elles sont en fait constituées de 3 secondes de vidéo au total, 1 seconde et demie avant le déclenchement et 1 seconde et demie après. Avec est apparu un nouveau format de fichier baptisé HEIF, High Efficiency Image File. Dans ce fichier, l'une des 90 images est l'image principale. On peut d'ailleurs la changer après la prise de vue. Question: comment partager les 3 secondes sur un appareil qui n'est pas un iPhone ou bien sous forme de GIF? C'est ce que nous allons voir ensemble, la transformation d'une live photo en fichier vidéo. Depuis iOS 13, vous n'avez besoin d'aucun raccourci et d'aucune app tierce. Vous êtes prêts? On y va. Alors commencez par ouvrir l'app photo sur votre iPhone et choisissez la live photo que vous voulez transformer en vidéo. Je vous rappelle que les live photos sont reconnaissables au petit logo en forme de cercle concentrique qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l'écran. C'est fait? Ok. En bas à gauche, vous avez l'icône partager. Vous appuyez dessus, scrollez jusqu'à la ligne enregistrer comme vidéo. Et voilà, votre nouvelle vidéo vous attend dans les albums récents ou vidéos. Vous n'avez plus qu'à en faire ce que vous voulez, la partager avec vos amis ou bien la transformer en GIF. Nos coups de cœur de la semaine. Allez, on commence avec toi, Ellie. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous?
Écoute, c'est un coup de cœur de la semaine, car j'avoue que je n'avais pas trouvé un truc super important. Mais en regardant les images pendant l'émission, je me suis dit qu'il va vraiment falloir que je m'achète un iMac M1. Parce que rien que la qualité des images, et pour les prochains épisodes d'iWeek, je pense qu'il me faut cette qualité audio. Hein, donc... peut-être que mon banquier ne sera pas content, mais peu importe. J'ai une bonne adresse pour toi, Elie, si tu veux. Je pense qu'il me faut ça. Tu parles de la qualité vidéo. Ah oui. Après, tout le reste, la vitesse, tout ça. Mais pour enregistrer iWeek avec une qualité d'image comme ça, je pense qu'il faut ça. Mon coup de cœur, c'est ça. C'est la caméra et c'est l'image, quoi. Je peux pousser le vice, hein, mais la lumière se baisse tout doucement avec le... Mais on a vraiment un piqué, plus on éclaire, ça reste super lumineux, quoi. Donc là, l'orage arrive, donc tu vois, la lumière baisse. Mais on a quand même une belle image, même en faible obscurité, enfin faible luminosité, quoi. Tu es où géographiquement, Vincent ? Dans le nord, enfin dans le Pas-de-Calais, exactement. Ah, et tu as aussi chaud que... Tu as aussi chaud que très chaud. Très lourd, très lourd. Hein. On est aux opposés là, mais il fait 30-35 en ce moment, ça. Wow. Ouais, c'est très lourd. Comme à Paris. Bon, tu as un coup de cœur toi aussi, Vincent. Oui, alors moi c'est une série Apple TV. Ça s'appelle Mystic Quest et j'avais loupé ça en ayant rattrapé Ted Lasso, For All Mankind, etc. Et je me suis dit tiens, je vais m'y mettre et en fait j'adore. Ça parle un peu, pour ceux qui connaissent pas, on imagine un studio de jeux vidéo qui ressemble à World of Warcraft. À mon avis, c'est un peu ça. Et dedans, il y a plein d'humour. On suit une équipe comme ça, donc il y a les testeurs, il y a la direction artistique, etc. Et notamment un épisode qui m'a, alors pour une comédie, ça m'a un peu retourné parce que c'était l'épisode du confinement. Oui. Et il y a un peu la vérité de gens en détresse pendant le confinement, même si c'est c'est souvent sur le ton de l'humour, mais là il y a un moment clé où on se dit waouh, enfin là ils ont pas déconné. Et après il y a une espèce de, enfin je vais rien dévoiler, mais il y a un petit truc de confinement que beaucoup ont fait en entreprise et avec toute l'équipe comme ça. Donc c'est assez marrant et on retrouve même un personnage dans la saison 2 qui est tout le temps en visio parce que il est très âgé, je pense, comparé au reste de l'équipe, et à mon avis c'est pour ça, c'est parce qu'ils ont continué de tourner. Donc voilà, Mystic Quest, très bien, il y a 2 saisons et j'ai hâte de voir. Là j'ai commencé la 2e saison, c'est super et j'attends la saison 3 bien sûr. Elle vient de démarrer la saison 2, donc en fait, je crois. Moi je viens de démarrer, je suis à l'épisode 3 là, donc oui, c'est ça. Oui, parce que ça a démarré il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, ils ont repris. Et en voyant qu'il y a une 2e saison, je me dis, bah tiens, ça doit être bien, quoi. S'il y a 2 saisons, c'est que c'est renouvelé, donc bon, c'était très bien. En plus, ça a été fait en collaboration avec Ubisoft, donc qui ont donné tous les détails techniques de la vie d'un développeur de logiciels, etc. Ouais, puis même, je pense, tous les petites séquences qu'on voit de jeux vidéo intégrés, ça fait vraiment un vrai jeu vidéo à la World of Warcraft, donc oui. C'est très bien. Ouais. Bon, d'ailleurs, à propos d'Apple TV+, on vous l'a dit dans High Five hier, si vous voulez bénéficier d'1 an gratuit, achetez votre prochain appareil Apple éligible avant le 1er juillet. Achetez-le et activez-le au plus tard le 30 juin. Parce qu'à partir du 1er juillet, vous n'aurez plus droit qu'à 3 mois gratuits. N'est-ce pas, Elie ? Elie, l'iMac et main. Oui, il faut que je me dépêche. Parce qu'en fait, on en a parlé hier et effectivement, j'avais pas complètement percuté. C'est le matin, des fois c'est compliqué pour moi. Qu'effectivement, même si tu achètes un nouvel appareil à partir du 1er juillet, comme tu as dit, ça sera 3 mois. Moi, j'étais resté sur mon truc le renouvellement se fait sur 3 mois, mais si tu achètes un appareil, ça va être bon pour une année. Pas du tout. Donc, et pourtant, tu l'as dit clairement, mais moi, ça n'a pas processé quelque part. J'avais pas encore de M1, donc voilà. En juin, profitez-en. Vous aurez encore 1 an d'Apple TV+ gratuit. Et moi, mon coup de cœur, c'est un accessoire pour AirTag qui s'appelle Car for AirTag. C'est un accessoire qui permet de ranger le AirTag dans votre portefeuille comme une carte de crédit. C'est un rectangle en polycarbonate au toucher très doux avec un emplacement au milieu pour loger un AirTag. C'est hyper pratique parce qu'avec un AirTag dans votre portefeuille, si vous oubliez votre portefeuille ou si on vous le vole,
eh bien vous le savez, il déclenchera une alerte. Alors ce Car4 AirTag est vendu $20 sur le site de Nomad, son fabricant, à l'adresse nomad sans e goods g2ods.com. Le seul problème, c'est la dispo le 28 septembre. Donc vous avez un peu de temps avant d'en profiter. On est arrivé au bout de cet épisode 43. Merci Vincent Malac. Merci à vous. C'était très sympa et tu as merveilleusement pallié la défection de François, qu'on embrasse quand même. Ça fait quoi cette première expérience dans iWeek ? C'est du travail. Je remarque que c'est beaucoup de travail, de synchro, des petites coulisses, quoi. En fait, qu'on se doute pas quand on écoute en tant qu'auditeur. Donc bravo à vous. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi et de te découvrir. Également. De partager aussi ton expérience. Encore bravo pour le logo d'i5. Merci pour tes illustrations magnifiques que j'ai reçues la semaine dernière. Et puis, on a des projets ensemble autour d'iWeek et d'i5 dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, je suis sûr qu'on va se revoir très bientôt. Bien sûr. Élie, je t'envoie des grosses bises. C'est gentil, et moi aussi, j'embrasse tout le monde, les filles y compris. Hein. Bien sûr. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas donc i5, notre nouveau podcast quotidien, exclusivement sur Apple Podcast, 3,99€ par mois, avec 3 jours d'essai gratuit, et c'est sans engagement. Pour soutenir iWeek, qui reste gratuit, patreon.com/iWeek, on a besoin de vous, à partir d'1,50€ par épisode. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast. On compte sur vos notes 5 étoiles sur Apple Podcast et sur l'avis que vous aurez la gentillesse de rédiger avec des mots sympas et bien à vous, ne serait-ce que pour noyer les haters, dont l'un d'entre eux qui s'est déchaîné sur nous partout où il a pu. Voilà, je vous propose de nous aider à le noyer dans la masse. Je ne citerai même pas son nom, ce serait lui donner trop d'importance. Restons entre gens positifs, bienveillance, passion et respect pour le travail fourni. Voilà quelques-uns des principes que nous défendons, nous, la Team iWeek, avec iWeek et i5. Passez une bonne fin de semaine, un très bon week-end, et à jeudi prochain avant 20h, nous serons le 24 juin 2021, ce sera l'épisode 44. Comme tu l'as dit Ellie, bisous aux filles et salut à tous.